Bienvenue sur la MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio. Une émission présentée par Antonin Gisol. Bonjour à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France. Deuxième rendez-vous de la semaine et comme d'habitude, nos précédentes émissions sont disponibles sur YouTube et sur SoundCloud. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux Instagram, Facebook, Twitter et même sur TikTok où on est présent. Coqueco by ISCPA. Et puis allez faire un tour sur notre site internet, il y a plein de choses hyper intéressantes, je vous promets. N'oubliez pas aussi que demain on reçoit notre invité de la semaine. Alors je garde la surprise pour moi, mais c'est une innovation plutôt utile et assez intéressante je trouve. Et puis on est parti avec ma Dream Team. La tenue d'hier était trop petite. Aujourd'hui elle partait bien avec cette jolie veste. Mais Luc, on a dit la semaine dernière, les pantalons skinny c'est terminé. Ouais, mais tu vois, le problème Anto, c'est qu'en radio on voit pas nos pantalons, on se dit la caméra elle va juste prendre le haut et tout, ça va aller. Donc désolé, j'ai encore oublié ton conseil. Néanmoins, j'ai pensé de ramener quelque chose que j'avais oublié hier. Attention, suspense. Hop là, la verveine du Velay, j'en parlais hier dans ma chronique. Je vais vous montrer la bouteille. Alors évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, mais voilà, c'est une très bonne liqueur. Et comme je vous l'avais dit, elle est très sucrée, très bonne et très légère, je vous la conseille. On goûtera ça plus tard. Lui, il est au top de la mode, petit pantalon et petite veste en velours côtelé, la classe aujourd'hui Léo Vignon. Alors il faut préciser pantalon large et pas skinny. C'est vrai. Et oui, la mode important, surtout pour la France. On aura d'ailleurs peut-être l'occasion d'en parler dans cette émission. Avec plaisir. La défaite mauvaise, elle a dû ramener tous ses potes sur Twitter pour gagner le débat face à Léo. Comment elle va, notre mauvaise perdante préférée? Alors moi ça va très bien, mais je tiens à dire que je suis pas du tout mauvaise perdante. Faut juste que Léo accepte sa défaite. J'ai été meilleure que lui, j'ai convaincu nos auditeurs. On ira vérifier les chiffres. Les auditeurs ont décidé, il me semble Léo, que 63-37 au dernier pointage. Elle est un humour digne de Kev Adams, mais un côté déjanté qui fait sa personnalité. Robin Hubert, ça roule aujourd'hui ? Bah écoute Antonin, ça va, écoute très très bien. J'adhère pas trop l'exemple de Kev Adams, mais bon, je prends quand même. Écoute, sinon ça va super. Allez, très bien. On va débuter tout de suite avec notre dossier du jour. Luc, tu vas nous parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu tabou dans notre société. La thématique du suicide, un point qui a été mis en lumière la semaine dernière dans le JT TF1 par Stromae et qui touche notamment les jeunes Français. Alors Luc, ce fléau mondial, est-ce qu'il est amplifié en France ? Oui, on pourrait le voir dans la chronique Antonin. Alors souvenez-vous, dimanche dernier, à 20h, l'artiste Stromae surprenait plus de 7 millions de téléspectateurs avec son tout nouveau titre L'Enfer, qui évoque ses pensées suicidaires. Une prestation qui a suscité beaucoup d'émoi et de surprises sur les réseaux sociaux, mais son passage sur TF1 a aussi et d'ailleurs mis en lumière un fléau français. J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Car la France est malheureusement le pays où le taux de suicide a été le plus élevé en Europe selon l'Agence Santé Publique France en 2021. Chez les Français âgés entre 15 et 24 ans cette fois, cet acte représente tout de même la deuxième cause de mortalité sur cette tranche d'âge, juste derrière les accidents de la route. Autre chiffre plus marquant encore, alors que la crise sanitaire... 80% des 15-16 ans ont subi... Là, j'ai perdu cet endroit de la chronique, c'est pas grave. Alors, pour les actes d'isolement, la crise sanitaire, l'isolement, mais aussi l'harcèlement scolaire et les réseaux sociaux peuvent être la cause majeure d'une dépression. Alors, le plus important lorsqu'on est confronté à des pensées suicidaires ou même à une tentative de suicide, c'est de communiquer, comme le décrit le psychiatre Christophe Derbien lors d'une de ses conférences à ce sujet. Vivre ensemble. Et mieux vivre ensemble, ce n'est pas vivre à côté. Mieux vivre ensemble, c'est être capable justement de regarder la souffrance de l'autre, de l'écouter, de l'entendre, de la recevoir éventuellement. Alors selon Le Parisien, le 14 janvier 2022, le nouveau titre du Belge aurait permis de faire exploser les appels au 31 144, le numéro agréé. Et depuis le 1er octobre dernier, un nouveau centre de prévention au suicide a été déployé. Les appels y seront gratuits et des professionnels de santé formés comme correspondants. Merci Antonin. Merci Luc, c'est jamais facile d'aborder une thématique taboue un petit peu comme ça en France, mais même si les discours de certaines personnalités publiques peuvent permettre de libérer la parole, notamment des jeunes, c'est toujours un bon point.
Ouais, exactement. Bah, c'est ça que je me permets de rebondir. C'était compliqué de l'aborder, mais je me suis posé cette question aussi. Je trouvais que c'était intéressant parce que Stromae, il est lui-même victime de pensées suicidaires. C'est un fléau qui touche beaucoup de Français, on l'a vu dans cette chronique. Alors voilà, c'était intéressant d'en parler. Et encore, c'est un artiste engagé, donc là-dessus, c'est intéressant aussi. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Faut pas hésiter et comme l'a dit Luc, c'est compliqué d'en parler. La preuve, il en a oublié sa chronique. Ouais, tout à fait. J'ai une partie du texte qui est sortie et je voulais pas dire de mauvaises stats. Alors excusez-moi pour ce code de déontologie dérespecté. On t'en veut pas. Allez, on enchaîne avec notre rubrique de la semaine, avec ses sports, je vous le rappelle. Alors hier, on parlait tennis avec Babola. Aujourd'hui, on parle ski et Rossignol. L'enseigne française a su se développer dans le monde entier grâce à la vente de ses multiples produits de sport d'hiver. Alors Robin, comment Rossignol en est-il arrivé à être leader mondial dans les sports d'hiver ? Eh bien Antonin, c'est une très bonne question et puis comme je pars au ski ce week-end dans les Alpes d'Huez, ça me semblait évident de faire un petit détour sur cette marque française. Mais alors Rossignol, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise française de fabrication de matériel de sport d'hiver depuis 1907, propriétaire du groupe suédois Altor Equity Partners depuis 2013. Son histoire débute du côté de Voiron et en 1907, Abel Rossignol, un menuisier passionné de ski, décide de réaliser sa première paire de skis artisanale en bois massif. Mais alors j'ai une question à vous poser les amis, pourquoi Abel Rossignol a décidé de réaliser sa première paire de skis artisanale en bois massif ? Est-ce que vous avez une idée ? Parce que c'était peut-être plus solide. Ouais, matière noble. tu tiens le fil là, c'est pas mal. Effectivement, en fait, tout simplement parce que le bois massif, il a été produit au plus près de son état naturel et cet élément, il a été sélectionné justement pour sa robustesse, entre guillemets. Mais cela a évolué puisque dans les années 1930, Rossignol marque la progression du développement des skis avec l'arrivée de la technique des skis dits refendus entre guillemets, formés sous presse, même si dans l'absolu, les spatules vont ainsi garder la forme originale qui leur sera donnée. Comme si cela ne suffisait pas, le créateur de la marque de ski française dépose en 1941 le brevet du ski entre guillemets olympique qui pose ainsi les bases du ski moderne, celle des skis contre-collés entre guillemets. 7 ans plus tard, la marque commence à se faire un nom dans le milieu du sport d'hiver avec Henri Oreiller, qui a été sacré champion olympique français de l'histoire après avoir utilisé une paire issue de la technique de fabrication de Abel Rossignol. Avec un effectif composé de 600 personnes, l'entreprise connaît un succès international depuis les années 1960, avec notamment l'innovation des premiers skis en fibre de verre, qu'on appelle le Strato pour les connaisseurs. Signe d'un savoir-faire absolument unique, Rossignol est aujourd'hui le leader mondial des ventes de paires de skis et de chaussures, avec un chiffre d'affaires qui s'élève à environ 264 millions d'euros. L'entreprise réalise 80% de son activité à l'étranger. Vous vous en doutez donc très certainement, sur l'ensemble de son activité, Rossignol réalise 71% de son chiffre d'affaires dans l'équipement et le matériel d'hiver, 12% dans l'appareil footwear et 17% dans le vélo. Au total, ce sont donc 1230 pôles du groupe Rossignol qui sont installés dans le monde entier. Rossignol est devenu donc au fur et à mesure l'une des références de ce sport d'hiver en regroupant avec elle plusieurs marques de produits de sport d'hiver. Est-ce que vous avez une idée de quelle marque de sport il s'agit à peu près ? Est-ce que vous avez une idée comme ça ? Moi je suis pas très bien placé pour parler, je vous avoue. Sport d'hiver Moi je suis un fan de sport d'hiver, mais alors là... Moi j'ai peur de me tromper, mais si je dis Oxbow, est-ce que je me trompe ? Non, tu te trompes Luc, mais... Look peut-être, non ? Mais... Ouais. Il y a, alors, on portait, quand j'étais jeune par exemple, je portais beaucoup Dynastar et ça en fait partie. Le groupe Rossignol en fait comprend également d'autres marques telles que Dynastar, Lange, Look, Karma et Risport. Tous qui sont consacrés à la vente du matériel de ski, de chaussures, de bâtons, de protection et également de fixation. Enfin bref, vous l'aurez compris, Rossignol c'est du sérieux. Depuis ses premiers succès internationaux dans les années 1960, la marque a su se réinventer en élargissant de nouvelles techniques de fabrication. Néanmoins, elle a su rester fidèle à sa production française qui lui a permis d'équiper les plus grands champions de sport d'hiver tels que Émile Allais, Nancy Green ou encore Ted Ligeti. Merci Robin pour cet éclairage complet. Une pensée pour la respiration de Robin quand même. Non, mais ça totalement essoufflé, bien joué Robin. C'était dense mais intéressant. C'est vrai que c'est des marques aussi qui ont un monopole un quasi monopole dans les sports d'hiver et une marque qu'on retrouve partout quand on est sur les pistes. Et comme on l'a vu avec Babola hier, c'est très exporté et donc très consommé à l'étranger aussi.
Juste, je veux pas paraître taquin comme je l'ai fait avec Luc, mais il me semble qu'on dit l'Alpe d'Huez et non les Alpes d'Huez. Il À me semble vérifier, mais aussi. je pense aussi. Allez, vous commencez à connaître, c'est l'heure de la meilleure des rubriques, le Made in Région. C'est pas ça, Michel. C'est aberrant, quoi. C'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Alors aujourd'hui, c'est toi, Emma, qui t'y colle. Grande première pour toi. Où est-ce que tu nous emmènes ? Et oui, Antonin, c'est la première fois que je fais cette chronique. Merci à Luc d'avoir laissé sa place. Merci à toi. Et donc, c'était à mon tour de vous emmener quelque part en France. Alors, pour vous faire deviner où nous allons aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. D'où vient la chanteuse Nolwenn Leroy ? C'est pense pas, qu'on a- c'est pas- Question assez simple, je c'est vous pas la mets. question la plus dure qu'on ait eue sur la Allez, liste. qui crache le morceau? Je pense que c'est On Nord-Ouest. part en Bretagne, je crois. Allez, la Ouais. Bretagne. Allez, direction la Bretagne. Ah, la Bretagne, quelle belle région. C'est Marais-Salans, le Cap Fréhel, pour les gourmands le phare breton ou encore les crêpes. Il y a tant de choses à dire sur la Bretagne. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un incontournable, que dis-je, d'un iconique emblème breton, le ciré jaune de la marque Guy Cotten. Alors cette dernière tient le nom de son créateur, vous l'avez compris, Guy Cotten. En 1964, un de ses amis lui demande de concevoir un vêtement qui soit pratique pour les marins, parce que oui, la Bretagne c'est l'océan, les voiles, la pêche. C'est ainsi que 2 ans plus tard naît la veste rose bras, modèle du ciré jaune le plus connu. Alors en très peu de temps, elle devient une référence. Grâce à ce vêtement dont la couleur jaune permet de repérer rapidement un homme à la mer, les marins sont protégés du vent et au sec. Alors au fil du temps, le ciré jaune dépasse son usage premier. Il n'est plus uniquement acheté par les navigateurs. Les Bretons, mais également les touristes, achètent cette nouvelle accessoire de mode. Alors à votre avis, combien de cirés jaunes ont été vendus depuis le début de sa création ? Moi, j'irais sur quasiment 1 million. C'est un petit Ouais. peu moins quand même. Je dirais un peu moins aussi. Un peu moins. Alors Quelque là, chose d'exhaustif en tout cas, parce que c'est un produit régional que tu as très bien ciblé, je dirais 600 000. Alors, Luc, comment t'as deviné ? Actuellement, plus de 600 000 vestes ont été vendues depuis sa création. Alors, bien qu'il ait eu quelques évolutions au niveau de la technique et du design, le ciré jaune reste pratiquement le même depuis plus de 50 ans. Alors, vêtement unisexe avec une capuche qui tourne avec la tête, le ciré jaune permet une grande aisance de mouvement. La production de cette veste est faite en Bretagne, une volonté de l'entreprise afin de garder le savoir-faire breton et de maintenir l'emploi. 70% de la production est réalisée dans la région bretonne, dans 3 sites de production. Il y en a 2 sur Tréguin et 1 à Landaules. Dans ces 3 sites, plus de 2000 pièces sont découpées par jour et plus de 450 000 articles sont confectionnés par an. Les matières premières proviennent de fournisseurs à 95% français ou européens. De plus, il faut savoir que la marque bretonne ne se résume pas uniquement au ciré jaune. L'entreprise familiale, qui emploie plus de 300 personnes, confectionne également des combinaisons de survie, des tabliers de travail ou encore des sacs étanches. Merci Emma, tu as parfaitement assuré l'intérim de Luc qui avait délaissé sa chronique. Mais voilà, un incontournable maintenant qui est devenu un accessoire un petit peu de mode. C'est vrai qu'on en voit quand même partout quand on se balade au bord des plages, notamment en Bretagne. C'est vrai que c'est très utile, hein, surtout qu'en Bretagne il pleut tout le temps. Donc. Oh, ce cliché, Ouais, cliché. Petit pic pour nos amis bretons. Mais... C'est vrai que je ne savais pas d'où provenait la couleur de ce ciré. Et ouais, très, très intéressant cette chronique. Ah, exactement. Je dirais pas que je préfère quand c'est Emma qui la présente, mais bon. Allez, distribue-moi un taquet, y a pas de Vous problème. nous direz sur les réseaux ce que vous préférez. Si c'est Emma ou si c'est Luc. Ouais. Le ciré, c'était très judicieux. En tout cas, bravo Emma, il y avait de tout, hein, de la transmission et tout. Je t'ai tout appris, bravo. Merci Luc, t'es mon mentor. Allez, comme tous les jours, c'est l'heure de notre débat. Comme on le disait en début d'émission, à la surprise générale, Emma a gagné la bataille sur Twitter hier. Alors aujourd'hui, tu ne remets pas ton titre en jeu. Pour Alors, ça, surprise générale, je suis pas d'accord. J'étais convaincue. Je ne savais pas qu'il y avait autant de fans de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sur notre Twitter. Alors, du coup, tu ne remets pas ton titre en jeu. Pour savoir aujourd'hui si la gastronomie française est toujours au premier plan au niveau international. Léo, toi, tu vas tenter d'être un petit peu plus convaincant qu'hier en optant pour le oui. Robin, toi, pour le non. À vous, messieurs.
Bon, écoute, Léo, je pense que je vais commencer. Hein. On va essayer de partir sur un négatif pour rebondir sur du positif. Est-ce que toi, tu penses évidemment que la gastronomie française est toujours au premier plan. Eh bien, moi, chers auditeurs, pour moi, non. La gastronomie française n'est pas toujours au premier plan pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la restauration rapide, par exemple, a rapidement pris le pas sur la restauration à table en France, bien évidemment. Preuve en est, d'après une étude menée par le cabinet Gira Conseil, le fast-food en France représente un chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros. 54 milliards d'euros, enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires total de la restauration qui est de 88 milliards d'euros. En d'autres termes, la restauration rapide piétine largement la restauration traditionnelle à table. On ne peut plus dire aujourd'hui que la gastronomie française est toujours au premier plan, puisqu'on a encore cette tendance à vouloir délaisser un bon repas traditionnel français, comme la choucroute, le pot-au-feu ou la blanquette de veau par exemple. Il y en a tellement, au mépris d'une livraison d'un fast-food tel qu'un tacos ou encore un McDo. Et si je vous dis qu'il faut seulement 31 minutes de pause déjeuner pour un Français, comment voulez-vous prendre 31 minutes de pause déjeuner dans un restaurant traditionnel à table ? Effectivement, grâce à l'étude menée par Dan Dered, ces 31 minutes de pause déjeuner permettent à la restauration rapide de tirer son épingle du jeu. Autre élément également à prendre en compte, le développement des entreprises de livraison comme Deliveroo ou encore Uber Eats, qui ont réalisé du chiffre d'affaires grâce notamment à une consommation accrue du fast-food, ce qui est assez flagrant. Ouais, et ben j'entends tes arguments, mon cher Robin, mais moi j'aimerais que les auditeurs m'écoutent et qu'ils soient avec moi aujourd'hui sur Twitter, parce que moi je suis totalement en désaccord avec Robin. Pour moi, la gastronomie française, elle a toujours une place importante dans le paysage de notre cher pays. La preuve en est, le chef 3 étoiles du restaurant Guy Savoy occupe avec son restaurant La Monnaie de Paris la tête du classement international des meilleurs restaurants du monde, établi par la liste. Alors oui, des classements, il y en a beaucoup, Robin, mais ce classement est assez reconnu, donc je pense que c'est assez représentatif. Derrière lui, on peut voir 3 autres établissements français qui le talonnent. Alors comment on peut dire que la gastronomie française n'est plus au premier plan ? Alors l'année dernière, la France a également remporté la Coupe du Monde de la gastronomie, le fameux concours du Bocuse d'Or. Puis la cuisine française, elle est actuellement exportée partout dans le monde. De nombreux chefs français sont à la tête de prestigieux restaurants dans le monde entier. Par exemple, Paul Perret, triplement étoilé dans le guide Michelin et son restaurant à Shanghai. Aujourd'hui, on parle de la France à des étrangers, ils nous parlent directement de la gastronomie. En plus, il faut savoir qu'en 2010, l'UNESCO a classé le repas gastronomique des Français dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors ok, 2010, ça remonte, mais bon... Ça reste un patrimoine. Oui, ça reste un trophée, entre guillemets. Et puis, bon, après, c'est vrai que là, j'ai pris appui sur une tendance, mais qui est réelle. Mais tu as aussi tes explications, Léo, et tu as tes raisons. Merci, messieurs, en tout cas. Je ne sais pas qui vous a plus convaincu autour de la table. En tout cas, vous, auditeurs, vous pouvez toujours voter comme tous les jours sur Twitter pour décerner le grand gagnant de ce débat. Léo espère avoir une deuxième chance. On espère aussi pour lui, ça lui ferait plaisir. C'est difficile pour lui en ce moment, hein, donc... Je vais appeler la famille d'Emma. Allez, cap sur notre rubrique innovation. Aujourd'hui, on parle d'un objet sportif high-tech 100% made in France. Alors, il s'agit de protège tibia connectés capables d'analyser les performances des footballeurs. Emma, éclaire-nous sur ce sujet. Alors, avant de commencer, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a des sportifs ici, et plus particulièrement des footballeurs ? Ouais, mais moi, les ligaments croisés, tu connais. Ouais, moi aussi, Vous avez dû arrêter votre carrière, c'est ça ? Moi, j'étais presque pro d'ailleurs. Alors, tu ne parles pas dans le micro, Robin, actuellement. Il avait des problèmes de ménisque, apparemment. Alors, parce que moi, je vais vous parler de protège tibia intelligent. Alors, la marque française Tip Top, connue pour ses protèges tibia personnalisables, a créé le premier protège tibia connecté appelé Tip Top Connect. Alors, ce dernier est connecté à une application mobile. Vous allez me dire, mais quel est le but ? Il s'agit d'analyser les performances réalisées par les joueurs sur le terrain, amateurs comme professionnels. Vitesse, nombre de ballons touchés, force de frappe ou encore distance parcourue, tous les mouvements et déplacements du footballeur sont analysés grâce à un tracker GPS léger, fin et étanche. L'objectif est évidemment d'améliorer son jeu et ses performances. Alors c'est en 2017 que ce projet voit le jour dans la tête de Bakary Camara, dirigeant de VBcam, une entreprise rouennaise qui gère la fabrication des protèges tibia de Tip Top. Puis il a fallu 2 ans de recherche et développement pour arriver au produit final. Il s'agit d'un matériel sportif 100% made in France. La fabrication, le contrôle, l'assemblage et l'expédition sont réalisés dans notre pays.
Alors comme je l'ai dit, ces protèges tibias novateurs sont destinés aux joueurs professionnels comme aux joueurs du dimanche. Néanmoins, ils ont un certain prix, 180 €. Alors pour un joueur amateur, cela pourrait être un frein non négligeable. C'est ce que nous explique Vincent Clopin, joueur au Gaulle FC en D2 senior. Étant joueur en amateur, les performances sont pas le plus intéressant. Du coup, des protèges tibia à 180 € qui analysent les compétences d'un joueur, c'est excessivement cher parce que en amateur, on est plus en compétition à loisir, on va dire, qu'en grosse compétition. Ça serait intéressant pour des joueurs plus en régional, mais pour nous, on est plus sur l'amusement, la compétition, bien sûr, l'esprit de la gagne. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu cher. On est plus à 20 € le protège tibia que 180 €. Toutefois, ces protèges tibia intéressent le monde du football professionnel. Le Havre Athletic Club et Quevilly Rouen Métropole, des clubs jouant en Ligue 2, utilisent ces protèges tibia nouvelle génération, tout comme la Fédération de football de la République islamique mauritanienne. Alors en 2020, l'Olympique de Marseille a également signé un partenariat afin de tester cette solution connectée. Alors pour conclure, depuis 1990, année où les protèges tibia ont été rendus obligatoires par la FIFA, ce matériel de football ne cesse d'évoluer. Alors c'est fini les gros blocs rigides et désagréables, place à des équipements légers, confortables et maintenant intelligents. Très sympa cette petite découverte. C'est vrai qu'en ayant joué au foot pendant quelques années, les protèges tibia, c'est vraiment un enfer. C'est vraiment pas agréable. Je me souviens ceux avec les chevillères là. Ouais, il n'y a rien de pire. Mais c'est vrai que comme on l'entendait, 180 € en amateur, ça commence à faire un budget. C'est quasiment le prix d'une licence. Donc voilà, après ça devient aussi accessible pour des clubs de national ou de Ligue 2 qui cherchent de la performance, parce qu'après on passe quand même sur des personnes qui analysent aussi des données avec des outils un petit peu plus poussés. Mais c'est une bonne alternative, je pense. Après c'est un prix, mais on peut aussi voir que les chaussures de foot sont excessives aussi. Le prix est excessif aujourd'hui. Donc après, c'est un investissement. Une paire de protège tibia, je pense que ça peut se garder quand même beaucoup plus longtemps qu'une paire de chaussures. Donc ça peut être un bon investissement, à mon avis. C'est vrai. À voir l'expansion de ces protèges tibia-là. C'est ça. Allez, on termine comme tous les jours avec notre minute décalée. Aujourd'hui, Léo, t'as pas voulu m'en dire plus comme d'habitude, alors je te laisse carte blanche. Ah oui, comme d'habitude. Alors, chers amis, chers auditeurs, aujourd'hui, je me suis senti pris de court quand on m'a annoncé 15 minutes avant le début de cette émission que je devais concocter une nouvelle minute décalée. Alors, c'est vrai qu'on m'a pas entendu beaucoup aujourd'hui, mais bon, ça en valait bien le coup. Alors, un petit coup de verveine du Puy-en-Velay de Luc, et l'inspiration était toute retrouvée. Alors, la semaine passée, je me suis un petit peu senti offusqué des propos de mon cher Antonin à propos de ma masse corporelle. Je me suis donc mis à la piscine. Alors ok, c'est pas forcément un sport qui fait rêver, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas mal. Alors est-ce que certains autour de la table pratiquent la natation ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout ? J'ai pratiqué pendant 5 ans, j'ai dû arrêter parce que plus le temps avec les études, mais... Alors ok. Alors au début c'est vrai que moi j'ai beaucoup compté les carreaux, mais bon au moins ça va, ça me permet d'éviter les messages de mon ex pendant 1h30. Et puis bon, vous me connaissez maintenant, je suis un partisan du Made in France, donc forcément je me suis offert un super maillot de bain de la marque Les Pas Petits. Alors oui, ça moule bien et ça fait un sacré style. Mais bon, écoutez, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et puis vous le savez maintenant, le Made in France, c'est pas donné. Mais bon, pour une entrée de gamme à 45 € et un style du tonnerre, c'est quand même bien plus abordable qu'aller une semaine au ski. C'est vrai que le ski, c'est quand même excessivement Je plus cher. me suis ruiné le week-end dernier. Mais on attend quand même la photo de Léo en maillot de bain qu'on postera sur nos réseaux. Ça j'en suis moins sûr. Merci Léo pour cette petite chronique sur la piscine. Bon, il est déjà temps une nouvelle fois pour nous de vous quitter et de rendre l'antenne. Je vous invite une nouvelle fois, comme tous les jours, à aller suivre nos réseaux, Twitter, Facebook, Instagram et même sur TikTok. Et d'aller faire un tour sur notre site internet Coqueco by SCPA. Comme je vous le disais au début, on a plein de contenus différents et plein de contenus qui sont plutôt intéressants et qui développent des sujets qu'on aborde parfois ici aussi. Voilà, et puis demain... Oui, n'hésitez pas aussi à venir voter pour Léo sur Twitter. Effectivement. Et puis demain, ça sera, comme j'ai dit en début d'émission, notre invité de la semaine. Vous aurez la surprise demain, je vous en dis pas plus. Bonne soirée et à demain, même endroit, Merci, même heure. Merci Antonin. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, chers auditeurs.